La Côte d'Ivoire demeure le pays le plus touché par la pandémie du VIH-Sida en Afrique de l'Ouest, avec un taux de prévalence estimé à 3,7%. Pour lutter efficacement contre la pandémie du VIH-Sida, le gouvernement ivoirien et ses partenaires internationaux développent des mesures et stratégies afin de rendre nul le taux de nouvelles infections à VIH. C'est d'ailleurs dans cette optique que Spotlight Sida reçoit pour vous aujourd'hui M. Soro Benjamin, chargé de programme au Centre des programmes de communication de l'Université Johns Hopkins. Bienvenue, M. Soro. Merci, madame. Et bienvenue à tous. Monsieur Soro, nous allons recevoir dans une vingtaine de minutes notre chroniqueur, Serge Collia. Mais avant, comment peut-on définir les comportements sexuels à risque chez les adultes? Les comportements sexuels à risque, c'est les comportements que nous avons en ce qui concerne les relations sexuelles et qui nous mettent à risque d'être infectés par des IST et le VIH-Sida. Mais l'on sait qu'aujourd'hui, la pandémie se féminise de plus en plus car les femmes et les jeunes filles sont plus particulièrement exposées pour des raisons d'ordre biologique, social et économique. Pourquoi mettre l'accent sur le comportement à risque chez les hommes? Effectivement, la pandémie en Côte d'Ivoire est beaucoup féminisée, mais il ne reste pas moins que les hommes sont aussi une cible qu'il faut adresser. Et donc, il est important qu'il y ait un programme en direction des hommes parce que jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de programmes pour les jeunes, il y a eu des programmes pour les femmes, mais il y a très peu de programmes qui adressent la question des hommes. Parce que les jeunes, souvent, on peut les trouver facilement, soit à l'école ou dans les centres d'apprentissage ou lors des événements qu'on organise pendant les vacances, les congés. Les femmes, souvent, on les trouve à l'hôpital, dans les centres de santé. Mais les hommes qui ne fréquentent pas très souvent ces lieux-là, ils sont au travail et très souvent, donc, c'est difficile de les avoir. Vous qui recevez souvent ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a une recherche qui a été menée, nous l'avons commanditée, et c'était pour comprendre effectivement les motivations des personnes qui s'adonnaient au comportement sexuel à risque. Et des focus groups ont été organisés dans différentes villes, notamment Abidjan, Amman et Yamoussoukro. Les informations qui sont revenues, c'est que la plupart du temps, les hommes le font parce qu'ils sont à la recherche de nouvelles sensations, ils veulent s'évader. C'est un peu ça qu'ils évoquent comme raison, les raisons principales. Il y a d'autres raisons, il y a des raisons occultes qui ont été évoquées. Mais du côté des partenaires sexuels des hommes, il y a aussi d'autres motivations qui sont par exemple le gain d'argent. Et votre structure s'est donnée pour but de promouvoir les comportements sexuels sains pour la réduction du taux d'infection à VIH. Nous allons marquer une courte pause pour suivre ce reportage de Déborah Olapade, commenté par Christelle Menon, reportage qui met l'accent sur vos activités pour lutter efficacement contre la maladie. Regardez. Vous avez eu déjà des relations et vous décidez d'arrêter d'avoir des rapports jusqu'à ce que vous puissiez vous marier. Ça, c'est le cas de l'abstinence secondaire. Okay? Ça, c'est une décision personnelle. Donc, c'est à vous de rencontrer vos amis et puis leur expliquer les raisons fondées qui vous ont poussé à prendre cette décision-là. Un appel pour s'informer sur la conduite à tenir pour avoir une vie sexuelle saine. Ce genre d'appel, Aziz et ses collègues, 16 au total, en reçoivent une centaine par jour. Eux, ce sont les répondants de la ligne InfoSida. Leur tâche, renseigner les personnes à la recherche d'informations sur le VIH-Sida et autres infections sexuellement transmissibles. La ligne InfoSida est une ligne d'information, de conseils et puis de référencement sur le VIH-Sida, les IST, la santé de la reproduction et puis la tuberculose. Les personnes qui appellent, s'ils veulent des informations générales sur le VIH-Sida, nous leur donnons. Mais si leurs préoccupations nécessitent un suivi, nous les orientons vers des centres spécialisés.
Par mois, nous avons en moyenne 3000 appels. Et puis par jour, 100 appels. Le 106, c'est le numéro vert par lequel toute personne désireuse de s'informer sur le VIH-Sida pourrait avoir des informations. Autre action menée pour lutter contre cette pandémie, le projet Les Frères pour la Vie. Frères pour la Vie, c'est un programme qui veut impliquer les hommes pour améliorer leur bien-être, le bien-être de leur famille. Nous avons le fort, nous les hommes, d'être très solidaires. On a nos clubs de Maracana, on se retrouve tous les jours, on se donne des conseils, on partage beaucoup de choses ensemble. Donc nous disons quoi? Si on peut capitaliser sur cette fraternité qui existe et créer un mouvement social d'hommes, comme nous disons ici, un homme nouveau en Côte d'Ivoire, ce sera ça déjà de gagner. C'est un engagement qu'on prend en fait. Donc un frère pour la vie, c'est un homme qui ne trouve aucune excuse pour avoir des relations non protégées, même après avoir bu. Un homme dont la valeur personnelle n'est pas déterminée par le nombre de femmes qu'il a. La sensibilisation et la lutte contre le sida chez les hommes dont l'âge varie entre 35 et 40 ans passe aussi par le téléfilm Réseau. Il dépeint les conséquences du multipartenariat et des comportements sexuels à risque. Mais j'aime trop les femmes, je ne peux pas m'en passer. Qu'est-ce que je peux bien faire? Mais c'est simple, c'est d'arrêter tout ça, de mettre fin à tout ça. Tu n'es pas un animal. Aujourd'hui, chercher femme comme ça est trop risqué, j'arrive. Mais il y a les IST, le sida, les grossesses. Mais regarde aujourd'hui le problème de François. Amitié, partage d'expériences, soutien et conseils lient ces trois amis à l'image des Frères pour la Vie. Outre la ligne InfoSida, le projet Les Frères pour la Vie, le film Réseau et les spots Supergo, Sport pour la Vie et Africa Transformation, c'est ainsi listé les programmes initiés par le Centre de communication des programmes de l'Université Johns Hopkins pour endiguer la pandémie du VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Dans ce reportage que nous venons de suivre, vous avez plus de 3 projets développés, la ligne InfoSida, le téléfilm Réseau et le projet Frères pour la Vie. Vous bénéficiez sans doute de soutien, c'est ça? Oui, il faut dire que notre centre est financé et soutenu par le PEPFAR et donc nous bénéficions de leur financement depuis plus de 5 ans. Et tous ces projets que nous venons de voir dans l'élément sont financés et soutenus par le PEPFAR. Revenons donc sur vos activités dans plus de détails. Oui. Commençons déjà par la ligne InfoSida. Pourquoi une telle initiative? Vous savez que le VIH-Sida est un sujet qui, on le veut ou pas, pour certains est comme un sujet tabou, pour d'autres c'est quelque chose de très hermétique. On ne sait pas trop ce qu'il y a. Il y a certaines personnes même qui poussent le culot jusqu'à croire que c'est une invention des Européens pour décourager les Africains, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses qui se disent sur le sida. Et comme au départ le sida a été associé au sexe et à la mort, les gens ont souvent peur ou se gênent d'aller dans les centres pour demander l'information parce que de peur d'être stigmatisé. Donc il fallait mettre en place ce centre d'appel pour que les gens puissent appeler en toute confidentialité et recevoir les informations qu'ils veulent sur le VIH. Et on a inclus d'autres sujets, la santé de la reproduction, la tuberculose, qui est une co-infection de VIH. La ligne s'adresse donc à tout le monde? Oui, la ligne s'adresse à tout le monde, vraiment tout le monde. Tous ceux qui veulent avoir des informations sur la ligne, ils peuvent appeler le 106. Le 106 n'est pas payant? Non, il est absolument gratuit et accessible à partir de tous les réseaux de téléphones en Côte d'Ivoire, y compris le fixe. Les informations reçues sont-elles fiables? À ce sujet, je peux vous dire oui. Les informations reçues à la ligne sont fiables. Pourquoi? Parce que les écoutants sont d'abord des animateurs qui sont venus de différentes ONG qui luttent déjà dans le domaine du VIH. Et ils ont été formés en plus. Et d'ailleurs, ça fait 2 ans que la ligne fonctionne après son réaménagement. Et donc, pour les 2 ans, ils ont été formés. Ils ont été formés pour la première année. Ensuite, la deuxième année, il y a eu un recyclage. Et donc, les informations qu'ils donnent,
c'est vraiment, je peux dire, des informations fiables. Il y a des difficultés qui sont relevées tout de même? Oui, parce que après l'investissement du PEFA pour le soutien et pour la mise en route, il faut que la ligne puisse être pérenne. Qui dit la pérennité ici, c'est pouvoir permettre aux écoutants de continuer de venir au travail, parce qu'en fait, ils ne sont pas employés, c'est des volontaires qui viennent là pour faire ce travail-là. Et on leur donne juste une prime de transport pour pouvoir faire ça. Et cette prime de transport revient un peu cher lorsque on considère 16 personnes et qu'on doit multiplier ça par 30 jours dans le mois. Ça devient une somme importante que l'ONG qui accueille la ligne, le ruban rouge, ne peut pas elle seule supporter. Figurez-vous que lorsqu'elle existait sur le numéro long, depuis 2001 jusqu'à 2011, on n'avait pu traiter que 5000 appels à peu près. Mais d'avril 2012 à maintenant, nous avons traité près de 100 000 appels. Et pour sensibiliser sur les comportements sexuels à risque, vous avez une série qui passe en ce moment sur nos antennes. Oui. Pourquoi avez-vous senti le besoin de produire cette série télé? Il faut dire d'abord qu'en Afrique du Sud, nous avons un bureau sœur qui est là-bas, qui a aussi produit une série télé et qui a connu du succès. Donc c'est fort de ce succès-là, de cette expérience sud-africaine, que nous avons pensé qu'on pouvait faire la même chose ici. Surtout que les deux pays ont une forte prévalence, bien que celle de l'Afrique du Sud soit très, très, très élevée par rapport à la Côte d'Ivoire, mais on a plus ou moins la même configuration. Et nous avons fait une recherche, et la recherche aussi a montré que effectivement, les hommes étaient beaucoup impliqués dans beaucoup de comportements sexuels à risque. Les jeunes ont souvent des programmes, on sait où les trouver. Les femmes, souvent, on sait où les trouver. Mais les hommes, c'est difficile de les avoir parce que le matin, ils vont au boulot, ils reviennent le soir, on ne peut pas les avoir. Et c'est par la télé qu'on peut les avoir. Et une étude récente que nous avons aussi conduite a montré que 80% des hommes suivent la télévision en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons pensé qu'on pouvait utiliser donc cette approche qui est l'éducation par le divertissement et produire donc une fiction qui soit proche de la réalité, sans caricaturer bien sûr, mais qui ne soit pas moralisateur, mais qui juste présente la situation aux gens pour que chacun fasse une introspection pour dire attention, je fais ci ou je me retrouve là, ou bien je dois pouvoir en tout cas trouver une solution. Parce qu'après, on se retrouve dans un engrenage, dans une sorte de réseau. Chacun peut se dire, non, moi je ne me reproche rien. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve tous dans un réseau et il suffit qu'un membre du réseau ne soit pas très clean, que ça puisse se répercuter sur les autres membres du réseau. N'est-ce pas un film de trop sur le VIH? On a connu Sida dans la cité. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence avec votre téléfilm Réseau? Oui, c'est vrai, ce n'est pas un film de trop. C'est vrai qu'en la matière, Sida dans la cité est pionnier. Mais dans le cadre de Réseau, nous essayons plus... c'est vrai que nous sensibilisons, mais on a essayé de prendre le côté divertissant de la chose, faire en sorte que ce soit un peu... comme les séries que les gens ont l'habitude de regarder avec des intrigues familiales, des intrigues amoureuses ou amicales et tout ça. Mais à travers ça, on aborde les questions qui se tournent autour du VIH. Et particulièrement dans notre série, on n'effraie pas pour dire que non, le sida tue, le sida fait ci. Non, on essaie juste de présenter aux gens comment est-ce que les comportements que nous avons tous les jours peuvent nous mettre à risque. Et donc la particularité de notre série, c'est qu'elle ne moralise pas. Elle ne moralise pas, elle ne dramatise pas, elle présente juste les faits tels que la recherche les a démontrés. Vous avez un autre programme dénommé Frères pour la vie, programme présenté tout à l'heure dans le reportage par votre collègue Cissé Adama. Qu'est-ce qu'un frère pour la vie? Oui, comme le disait mon collègue dans l'élément, le Frères pour la vie, c'est un programme qui vise en fait à promouvoir le sens de la responsabilité de l'homme vis-à-vis des questions de santé de la famille. Et donc,
on veut amener les hommes à être plus responsables en ce qui concerne les questions de santé, c'est-à-dire se sentir concernés par la santé de sa femme, la santé de ses enfants. Pas seulement du point de vue financier, mais aussi qu'ils puissent véritablement s'intéresser et qu'ils sachent que il n'est pas juste là comme une banque ou un pourvoyeur de fonds. Donc, on a voulu que ce soit un concept qui puisse être un phénomène social. Et donc, on a appelé ça les frères pour la vie. Il fallait créer un profil du nouvel Ivoirien qui sera donc le frère pour la vie. Et donc, ce frère-là, c'est celui qui, comme le disait mon collègue tout à l'heure dans l'élément, c'est celui qui est responsable vis-à-vis du sexe, même quand il a bu. C'est celui qui ne choisit d'avoir une seule partenaire que d'avoir plusieurs qui le mettent à risque d'être infecté. C'est celui qui s'occupe bien de sa femme, de ses enfants. Deuxième élément filmé, M. Soro, c'est le micro-trottoir qui tourne autour d'une question. Oui. Pourquoi les hommes refusent de faire leur test? Regardez. Le refus de faire le test de dépistage, de peur qu'ils sachent que dans un premier temps, ils sont contaminés afin que ce virus-là se manifeste. Parce que pour moi, je pense que le sida, c'est une maladie psychologique. Voilà, tu peux avoir ça dans le corps, ne pas savoir, puis vivre longtemps. Mais quand tu le sais, ça te dégrade. Ça a un effet destructeur sur ta personne. C'est une façon pour eux d'éviter de vite mourir, je pense bien. Parce que à partir du moment où tu ne sais pas que tu es atteint de cette maladie-là, je pense que tu es non seulement éloigné de certaines choses de façon psychologique. Et donc ça peut prolonger ta vie, mais à partir du moment où tu sais, ça a un effet destructeur. Je pense que c'est à cause de la peur, puisqu'ils ont beaucoup de copines. Ils ont peur de découvrir leur statut. Et puis aussi, bon, quand ils vont connaître leur statut, ils vont voir que bon, peut-être il y a leurs copines qui vont les refuser, les gens vont s'éloigner d'eux. Bon, je pense que c'est un peu ça. Je pense que c'est une négligence. Hein. C'est une négligence. Sinon, bon, faire le test, je ne vois pas ce que ça coûte. Donc pour tout homme, en tout cas pour ta propre santé, c'est important pour toi d'aller faire ton test. D'autres, peut-être que c'est la peur ou bien quoi, je ne sais pas. Quelqu'un qui veut partir, c'est que peut-être qu'il se reproche quelque chose. Il a eu beaucoup de partenaires, donc c'est dit que peut-être quelque part, il a pris le virus. Mais je crois qu'on doit les sensibiliser, les encourager à le faire. C'est important. Avoir beaucoup de partenaires, certes, mais j'ai fait mon test. J'ai la crainte d'avoir le VIH. Maintenant, si j'ai le VIH, je fais quoi? Monsieur Soro, le problème reste posé. Votre réaction? Bon, oui, effectivement, dans l'élément, on a vu que les personnes qui sont intervenues ont dit qu'il y a la peur et l'un même qui a dit que c'est une maladie psychologique, que quand tu ne sais pas, tu vis mieux et que lorsque tu sais. Je pense que c'est un cliché en fait. C'est une erreur de croire que vaut mieux être ignorant et puis vivre bien, alors que si on le sait, on peut prendre les dispositions qu'il faut. Le traitement aujourd'hui, grâce au soutien du PEFA, est gratuit. Les médicaments sont disponibles. Donc, lorsqu'on le sait, on peut prendre ces médicaments et on vit correctement. Il y a le gouvernement ivoirien aussi qui mène beaucoup d'actions dans ce sens-là. Oui, le gouvernement ivoirien effectivement mène beaucoup de sens et c'est pourquoi il y a beaucoup de démembrements du ministère de la Santé même qui interviennent dans des domaines spécifiques. Par exemple, il y a ceux qui s'occupent des orphelins, du VIH, il y a ceux qui s'occupent de la prise en charge, il y a aussi ceux qui s'occupent des professionnels du sexe et des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Il y a beaucoup de démembrements effectivement du ministère de la Santé qui fait beaucoup dans ce sens-là. Nous avons annoncé en début d'émission notre chroniqueur Serge Kolia qui va nous rejoindre. Bienvenue Serge. Merci Delphine de nous recevoir sur votre plateau pour parler sida encore une fois. Une fois encore, donc, vous allez nous donner quelques informations sur la toile concernant aujourd'hui les comportements sexuels à risque chez les adultes. Nous avons un peu fait le tour de la toile aujourd'hui encore pour servir nos téléspectateurs. C'est vrai, vous avez parlé avec votre invité de comportements à risque. On va peut-être parler de pratiques à risque. Ces personnes qui ont plusieurs partenaires à la fois. Et puis, il y a aussi ces personnes qui consomment la drogue à partir d'injections. Et donc, ce sont véritablement des pratiques à risque qui permettent justement
Quand vous allez dans un centre de transfusion sanguine et qu'on vous pose une question relative à ces pratiques à risque, que vous répondez oui à une seule des questions qu'on vous pose, alors automatiquement, on vous demande tout simplement de repartir chez vous, de rentrer et de revenir dans 4 mois sans avoir pris des risques, c'est-à-dire le piercing, le tatouage, l'utilisation du rasoir par plusieurs personnes. Nous allons plus mettre l'accent sur les comportements sexuels à risque chez les adultes, concernant plutôt les adultes. Qu'est-ce que vous avez constaté? Pour parler de comportements sexuels à risque, alors on va mettre tout simplement le pied dans le plat. Sur la toile, on nous dit tout simplement que la fellation sans protection, sans préservatif donc, c'est une véritable pratique à risque. Pour parler donc de pratiques à risque, on parle aussi de cette étude menée par l'Agence nationale française de recherche sur le sida qui nous dit que 12% de séropositifs à l'échelle africaine, en Afrique subsaharienne, 12% de ces séropositifs ont des pratiques à haut risque, non protégées, qui ont des rapports sexuels au moins une fois dans l'année sans aucune protection. Alors c'est une situation qu'il faut éviter, c'est une situation que les séropositifs, que ceux qui ont déjà contracté malheureusement la maladie doivent éviter pour justement éviter de propager cette maladie, pandémie du siècle donc. Monsieur Soro, information complémentaire? Oui, effectivement, il a parlé de comportements sexuels à risque, il a aussi parlé des pratiques, c'est vrai. Il dit donc qu'il faut faire la part des choses. Il y a les pratiques, effectivement, et il y a les comportements. Donc, pour faire une bonne sensibilisation, il est bon de parler de ces deux éléments. Et généralement, lorsque les gens sont dans les communautés en train de faire des sensibilisations communautaires, on met l'accent beaucoup sur les pratiques. Parce que c'est là que, par exemple, on fait la démonstration du port correct du préservatif et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pendant l'acte sexuel pour nous mettre à risque. Et il a parlé d'un certain nombre d'éléments. Effectivement, ce sont des pratiques à risque parce que on est en contact avec des liquides potentiellement contaminants. Serge, vous avez quelques réactions sur la toile concernant cette émission? Tout à fait. Sur la toile, nos téléspectateurs commencent à réagir. Il y en a beaucoup, les réactions. On en a pris quelques-unes juste pour les présenter à nos téléspectateurs. Il y a comme ça Georges Bikoula qui dit aimer cette émission Spotlight Sida. Il souhaite tout simplement que, à travers cette émission, on puisse créer un espace de rencontre pour amitié, mariage entre séropositifs. Alors, c'est son souhait, c'est ce qu'il souhaite. Sinon, il pense que c'est une émission qui s'inscrit véritablement dans la droite ligne de la lutte pour freiner la maladie, donc le sida. Il y a aussi Lance Kokone qui nous a adressé un message pour nous dire que Spotlight Sida est une émission qui vient à point nommé. Il dit également que Spotlight Sida devrait étendre ses enregistrements à certains espaces publics comme les maquis et les restaurants afin que le maximum de populations, certainement, qui sont dans ces lieux et qui sont aussi sujets à des pratiques à risque et à des comportements à risque, puissent se sentir impliqués dans cette vaste lutte qui est menée au plus haut niveau par les autorités ivoiriennes et aussi bien que par les autorités ivoiriennes que par le PEPFA. Donc c'est donc des téléspectateurs qui réagissent et qui bien évidemment saluent le brio avec lequel vous animez cette émission. Merci Serge. Notamment. Vous allez rappeler l'adresse. Alors l'adresse de notre émission c'est sportsida@rti.ci. À ces deux adresses, nous attendons les contributions, nous attendons les réflexions et nous attendons les actions menées pour lutter contre le sida. Merci Serge pour votre contribution. Monsieur Soro, beaucoup de choses ont été dites sur les comportements à risque chez les adultes. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est votre rubrique conseils pratiques. Quel conseil à l'endroit des populations avant de terminer cette émission? Le sida n'est pas aussi dramatique comme on le pense. Il y a certaines maladies, sans les citer, qui sont tout aussi dangereuses, peut-être même plus dangereuses que le VIH, parce qu'aujourd'hui, le VIH, on peut au moins prendre des traitements et vivre longtemps.
Donc il faut que les gens dédramatisent cette maladie. Et puis il faudrait que les uns et les autres sachent qu'il y a deux principaux axes de lutte. Hein. Il y a beaucoup, mais il y a d'abord le dépistage et puis ensuite il y a la protection. Merci, M. Soro, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous Je remercie. rappelle qu'avec vous, nous avons parlé des comportements sexuels à risque chez les adultes. Et c'est la fin de votre magazine Spotlight Sida, réalisé par Awa Sawadogo. Merci de votre fidélité et bonne santé à tous.